Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui avec un peu de retard sort l'épisode 7 de Percy Jackson parce que j'avoue qu'hier j'avais complètement zappé qu'on était mercredi et que du coup il y avait l'avant-dernier épisode qui était sorti. Du coup j'ai fait ma petite journée comme une journée classique jusqu'à ce que je rentre chez moi à 22 h après le sport pendant que je cuisine. Puis d'un coup, je me dis, allez hop, je vais sur Netflix pour me mettre un petit truc en mangeant. Et là, je me dis, oh, c'est vrai que normalement, il y a Percy Jackson sur Disney. Je fais, bon, bah tant pis, je regarderai l'épisode demain matin. Ouais. La semaine prochaine, pour le dernier épisode, avec la petite hype là qu'a donné la fin, je pense que je vais pas le louper. Je le regarderai pas avec un jour de décalage, parce que il a l'air très bien le dernier épisode. Bref, en tout cas, là, on est là pour parler du septième épisode. Qui est plutôt sympa. Alors moi, je vous avoue que ce soit à l'écrit ou sur un format audiovisuel, j'ai souvent du mal avec les flashbacks. Alors, c'est pas inintéressant comme moment les flashbacks, mais j'ai toujours du mal quand le flashback vient couper de l'action. C'est-à-dire que s'il se passe pas grand-chose et que tu mets un flashback, à la limite, c'est pas trop dérangeant parce que s'il se passe entre guillemets rien à la base. Par contre, quand tu es en pleine action et qu'on te fout des petits flashbacks et où on te casse l'action, ça par contre c'est le genre de flashback qui me dérange. Par exemple dans One Piece, c'est ce qu'ils avaient fait. Genre quand sur l'arc de Wano Kuni, et même là, hein, sur le dernier arc, je déteste cette façon d'écrire. C'est que en gros, à Onigashima, ils préparent les vaisseaux et tout pour partir. Enfin, de Wano, ils prennent les vaisseaux pour partir attaquer Wano et là, bam, flashback juste avant la grande bataille. Tu te dis mais quelle bande d'enfoirés et tout. Là, pareil sur Egghead. Exactement la même chose, sauf que là c'est encore pire parce que les combats avaient déjà commencé et là, boum, flashback de plusieurs semaines sans compter les pauses, donc globalement flash de plusieurs mois pour reprendre le combat. Je déteste ce genre de flashback. Et encore celui-là, il n'était pas si long comparé à celui de Wano, alors qu'il n'était pas inintéressant. Encore une fois, le flashback c'est pas inintéressant, mais là t'es juste là, tu prépares une bataille, tu dis allez hop on va à la bataille et boum on te fait un flashback qui dure quasiment la moitié d'une année, voire peut-être un peu plus que ça. Tu dis, à bout d'un moment, apprenez à mieux gérer vos rythmes parce que là c'est une horreur. Parce que nous, tout ce qu'on attend, c'est de voir la bataille. Les flashbacks de gens qui sont déjà morts, on en a un peu, entre guillemets, rien à foutre, quoi. C'est intéressant, mais d'un côté, on s'en fout. Et là, c'est un peu pareil, genre les flashbacks sur l'enfance de Percy en plein milieu de l'action quand il est en enfer. Je trouve qu'en termes de rythme, ça casse tout, quoi. T'es là, t'es à fond dans le truc, là, d'un coup, tu repars sur le flashback, puis tu reviens un peu sur l'action, et bam, tu repars sur le flashback. Et je trouve qu'en termes de rythme, c'est juste horrible, ça casse tout, et ça, c'est un peu dommage. Et en plus, c'est vrai que là, dans le cadre de Percy Jackson, les flashbacks en soi racontent pas grand chose d'intéressant. Dans le sens où tu as un flashback où sa mère veut l'emmener dans une nouvelle école, où il veut pas. D'ailleurs, je trouve que l'acteur qui joue Percy Jackson, mais j'allais dire l'enfant, mais en même temps, peu importe lequel des deux acteurs il est enfant, mais vraiment le tout petit, je trouve qu'il est dans du surjeu, c'est pas très agréable, tu vois, tu sens que on lui a dit, tac, à tel moment tu dois dire ça, et puis du coup il le fait. Après c'est un enfant, c'est normal qu'il puisse pas forcément jouer aussi parfaitement qu'un adulte qui comprend mieux ce que c'est que l'acting. Mais du coup c'est moins, entre guillemets, un peu moins agréable comme acting parce que ça se voit des kilomètres que le pauvre gamin, il fait ce qu'on lui dit. Hein. Quand on lui dit là tu dois dire non je veux pas aller à l'école, là il le dit et puis bon, c'est comme ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est un peu difficile de faire de l'acting avec des très jeunes enfants. Mais globalement, t'as un truc comme ça, tu dis ok. Ensuite, t'as un truc où la mère est avec le directeur de l'école pour lui dire oui, vous voulez plus prendre mon enfant, machin, pourquoi. L'autre, il dit bah, c'est parce que votre fils là, il a vu un cheval ailé
appareil, machin, enfin bref, ils veulent pas d'un mec bizarre. Sauf que ce qui est pas intéressant, c'est qu'en fait, on nous fait un flashback pour nous expliquer ça, alors que nous, on le sait déjà, tout ça. Quand il raconte le fait qu'il était monté sur le toit parce qu'il disait avoir vu quelque chose, on le sait. On nous l'a montré. C'est les premières images quasiment qu'on voit au début de la série. Et là, on nous coupe de l'action pour nous faire un petit flashback en plus de 2-3 minutes, juste pour nous dire en fait ce qu'on sait déjà, ce qu'on a déjà vu au tout début de la série. Donc c'est pas intéressant de nous faire un flashback juste pour nous dire ce qu'on sait déjà. Et en plus, tout le premier épisode tourne justement autour de ce fait que lui, il pense voir des créatures, qu'il pense qu'il est à moitié fou parce qu'il voit des créatures et tout. Enfin bref, nous refaire un flashback juste pour nous dire, bah voilà, votre fils il est comme ça. Oui, mais nous, on le sait. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière pour lui dire des choses qu'on sait déjà. Voilà, la mère, elle le sait. Enfin, apparemment, tout le monde le sait. Enfin bref, euh, pas besoin de faire un flashback là-dessus. Après, il y a le flashback dans le bar qui est un peu plus intéressant puisque là on voit enfin Poséidon et du coup Poséidon qui voilà à travers le dialogue accepte que Percy n'aille pas directement à la colonie, mais qu'il reste chez les humains pour apprendre à être différent des demi-dieux et des dieux, voilà, qui eux vivent dans un monde très particulier, comme on a pu le voir à la colonie. Et c'est justement cette éducation d'humains qui va faire la force de Percy Jackson à travers l'histoire. Et du coup, voilà, même si Poséidon il dit voilà, moi j'accepte que tu le gardes, qu'il soit éduqué comme un humain, mais voilà, quoi qu'il arrive, je serai, euh, enfin je le soutiendrai et tout. Donc voilà, ça c'est très stylé. Et voilà, donc tout ça là, tous les flashbacks, voilà, une grosse partie n'est pas hyper intéressant, par contre, en voir Poséidon, ça c'était plutôt cool. Honnêtement, voir Poséidon c'était cool. Et, et du coup, après, il y a ce qui se passe dans le présent qui est plutôt intéressant, puisque bah, finalement le trio va réussir à rentrer dans les enfers, notamment Percy Jackson va devoir se débarrasser d'un de ses demi-frères pour y arriver, ce qui était plutôt marrant. Et ensuite, en enfer, on tombe sur Cerbère. En plus, quand ils sont arrivés en enfer, je me suis dit, est-ce qu'on va voir Cerbère ou pas? Euh, voilà, parce que je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui fait traverser le Styx. Et c'est vrai que dans le film, pour gagner du temps, bah, Percy il le paye, il traverse le Styx, et puis hop, ils vont direct chez Hadès. Qui du coup fait qu'on ne voit pas le Cerbère. Que ici, on le voit, et je me souviens dans le roman qu'on voit Cerbère. J'ai des souvenirs qu'il y a un délire aussi avec une balle pour détourner Cerbère, mais je me souviens plus précisément comment c'est, mais je me rappelais qu'il était là. Donc je m'étais dit, est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on va pas le voir? En plus, c'est logique, c'est quand même le gardien des enfers. Donc, donc on l'a vu. Alors après, ils ont fait un choix particulier. En même temps, dans le monde cinématographique, il y a déjà pas mal de versions du Cerbère ou de chiens à trois têtes. Hein, comme Harry Potter, c'est pas vraiment un Cerbère, il y a quand même un chien à trois têtes. Là, ils ont fait le choix de prendre des Rottweilers pour faire les têtes. Alors, c'est un choix comme un autre. Je trouve que ça colle bien dans le sens où les Rottweilers sont quand même des chiens qui peuvent être impressionnants et faire peur quand t'es pas rassuré avec les chiens. Ou quand t'es gamin, t'es tout petit, là, tu vois le chien qui est hyper masto, qui a une grosse gueule et tout. Alors, je préfère quand même le préciser, hein, les chiens, peu importe lesquels, ne sont pas des êtres mauvais. C'est ce que le maître donne comme éducation à son chien qui fait que le chien pourra être méchant. Mais c'est jamais le chien qui décide de lui-même d'être méchant, quoi. Je préfère le préciser. Souvent, c'est même pas souvent, c'est toujours la faute du maître qui, s'il n'éduque pas son chien, forcément, le chien peut avoir des problèmes psy comme un humain, ou bref, n'importe quel animal ont des sentiments, et forcément, ça joue sur leur psyché aussi. Bref. Donc, je trouve que l'image du Rottweiler, elle est pas conne, franchement. Pour l'image globale qu'a le Rottweiler dans la société,
je trouve que c'est pas con. Alors forcément, ceux qui aiment les Rottweiler, ils vont se dire oui, mais pourquoi ils ont pris Rottweiler, c'est des gentils chiens. Mais de toute façon, n'importe quel chien qu'on aurait pris, tous les chiens de base sont gentils. Encore une fois, c'est leur maître qui les rend mauvais. Donc, peu importe la race de chien qu'on aurait pris, ça n'aurait pas changé le débat. Mais c'est vrai que le Rottweiler, pour moi, c'est l'un des meilleurs choix qu'ils auraient pu faire. Parce que je trouve qu'en termes d'animal qui peut avoir l'air féroce et qui peut faire peur, je trouve que le Rottweiler, c'est l'un des meilleurs choix. Et du coup, le Cerbère, je le trouve plutôt stylé. Voilà. Bon, après, un Cerbère en soi, c'est jamais hyper beau, mais je trouve qu'il est comme dans Harry Potter. Je trouve que ça va, c'est plutôt beau. Du coup, ils doivent en partie survivre au Cerbère, donc ça c'est plutôt cool parce que je m'y attendais pas. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser le mettre ou pas? Ils l'ont mis, c'est trop bien. Euh, Ensuite, ils arrivent à, à s'enfuir du Cerbère. Ils arrivent dans une sorte de forêt là, avec des gens qui sont enracinés dans le sol euh, pour leur regret de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qui est assez intéressant. Et du coup, c'est Annabeth qui se retrouve à se faire enraciner et à devoir quitter l'enfer avant tout le monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, parce que je pense que c'est lié à quand elle est arrivée à la colonie, je pense que c'est lié à Thalia, la fille de Zeus. Je pense que ses regrets ils viennent de là, on découvrira de plus en plus, hein. De toute façon, l'histoire d'Annabeth à travers les saisons, et notamment avec l'histoire de Thalia. Et, et comment dire, ensuite il continue. Bon, alors entre deux, il y a Grover qui a perdu sa perle dans le corps de Cerbère quand il s'est à moitié fait croquer. Euh, du coup, on se dit, bah merde, quand ils vont repartir? Dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est je me suis dit, le film, il avait quand même pas raison. Et le film, ils ont quand même pas laissé Grover en arrière. Je me suis dit, c'est pas ça quand même le film. Enfin, dans le roman. Enfin, je me souviens plus comment c'est dans le roman pour quitter l'enfer. Et je me suis dit, attends, c'est bizarre. Ils reviennent à faire à moitié comme dans le film, et finalement, non, les perles vont pas du tout servir au même délire que dans le film. Puisque là, euh, d'ailleurs, on n'a pas vu Perséphone. Parce que je crois que Perséphone et Déméter sont également en enfer avec Hadès, si je dis pas de conneries. Là, on a vu que Hadès dans l'épisode. Euh, mais du coup, Annabeth est d'abord la première à devoir quitter l'enfer avec sa propre perle, ce qui fait que bah, du coup, il n'y a que Grover et Percy qui en ont une. Donc dans tous les cas, il y a forcément quelqu'un qui reste sur le carreau. Ensuite, il continue. Il y a le Tartare qui va avaler les chaussures ailées. Alors au début, on ne sait pas trop c'est quoi ce gros trou, et avec la conversation Cadès, on comprend que c'est le Tartare et que du coup, bah, dedans, il y a les Titans. Ce qui est plutôt intéressant. Ça tease encore un peu ce qu'il pourrait y avoir plus tard, puisque après ça, Grover et Percy arrivent jusqu'à Hadès, ils discutent ensemble, ils veulent d'abord faire un marché. Percy croit que Hadès est le grand méchant, que c'est lui qui veut la foudre de Zeus, sauf que finalement on apprend que bah, pas du tout, lui il s'en bat les couilles de la foudre, lui tout ce qu'il veut c'est récupérer son casque. Et oui, enfin une sorte de casque en fait qui lui permet de se rendre invisible. Et comme il dit, en fait, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, qui a volé le casque, et du coup, avec ce casque qui rend invisible, a pu voler la foudre de Zeus. Et, euh, et du coup, Hadès, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut le casque en l'échange de la vie de Sally Jackson, ce qui était plutôt intéressant. Euh, et vraiment inattendu, surtout pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire. Parce que effectivement, Hadès, on a facilement l'image du méchant parce qu'il vit dans les souterrains, il s'occupe des morts, machin. Alors qu'en fait, lui, bah, tout ce qu'il fait, c'est rester dans son coin. Les conflits entre ses frères, il essaye de s'en éloigner le plus possible. C'est peut-être le mec le plus sain de la bande, entre guillemets. Parce que bon, ils sont tous un peu tarés, mais c'est peut-être celui qui est le moins taré de tous. Euh, et c'est alors que Percy comprend que, en fait, la personne qu'on a vue par moment
dans les rêves de Percy, bah, c'était pas Hadès. Parce que Percy il pensait que c'était Hadès. Et en fait, il se rend compte que c'est Chronos, le titan, en fait, qui est celui qui a le plus à gagner dans cette guerre entre les dieux, puisqu'il pourrait se servir de manipuler des demi-dieux et tout pour revenir à la vie. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là qu'Hadès veut récupérer la foudre pour libérer Sally. Finalement, Percy et Grover décident de quitter l'enfer en acceptant le tout premier marché, donc celui de ramener le casque en échange de sa mère, euh, et du coup, en même temps de rendre la foudre à Zeus pour éviter la guerre. Et j'avoue que toute la partie où il y a eu la conversation avec Hadès, j'ai trouvé ce passage vraiment bien. Franchement, j'ai trouvé que le passage était vraiment cool. euh, parce que euh, parce que je trouve que Hadès c'est plutôt cool. En plus, c'est pas lui le méchant, donc on reste toujours en suspens, en mode qui a comploté avec Arès, puisque effectivement la foudre est apparue d'un coup dans le sac de, de Percy, sac qui ne lui appartient pas, comme il le dit, c'est Arès qui lui a donné. Et j'avoue que je m'en souviens même pas, j'ai pas fait attention à ce détail, mais apparemment le sac qu'il possède a été donné par Arès. Donc en fait, Arès s'est servi d'un demi-dieu pour voler la foudre et provoquer une guerre. En même temps, c'est le dieu des guerres, c'est pas étonnant. Et et il y a le teasing du coup à la fin qui me donne tellement envie de voir la suite, puisque Percy et Grover ont quitté l'enfer en ayant accepté le premier marché, et du coup tous les deux sont récupérés par Annabeth, et il y a un homme qui les attend sur la plage. Alors de loin je me suis dit, attends, est-ce que c'est Poséidon? Quand j'ai vu que le mec il avait une épée, je me suis dit, ah non, ça c'est pas Poséidon, il n'a pas d'épée Poséidon. Et là tu vois Arès prêt à se battre contre les demi-dieux, et tu te dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Et en plus, moi qui adore Adam Copeland, je me dis, oh là là, il est tellement pété de classe là, ça va donner un petit combat sympa dès le début d'épisode suivant. En plus, on saura enfin qui est le traître. J'ai tellement hâte de voir l'épisode 8. Juste avec ce teasing à la fin, de voir Adam Copeland là se ramener pour la baston, je me dis, oh là là, j'ai tellement envie de voir ça. Tellement envie de voir comment ils vont nous dévoiler qui est le voleur de foudre. Euh, Bref, j'ai juste. L'épisode, encore une fois, j'ai trouvé qu'il était bien, juste bien. Il y a eu des épisodes où j'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux. Et en vrai, cet épisode, il aurait pu être excellent. Genre, si on avait fait le flashback d'abord, et ensuite on avait eu l'histoire dans le présent, ou alors faire une grosse partie du flashback, à la limite mettre la petite scène avec Poséidon effectivement à la fin, juste avant que Percy et Grover se réveillent à la plage, à la limite ça aurait bien fonctionné, mais en fait je trouve que c'était un petit peu trop de mini flashbacks qui coupaient l'action du présent, en plus des fois pour rien raconter ou raconter des choses qu'on sait déjà depuis le début de la saison. Du coup, en fait, c'est le rythme, moi, qui me dérange dans cet épisode. Parce qu'en vrai, la survie en enfer était plutôt sympa. Voilà, en plus, avec le tartare qu'on voit, on nous tease déjà ce qui va se passer prochainement. Donc, honnêtement, j'ai hâte de voir l'épisode 8. Et hâte également de voir ce qu'ils feront par la suite, si la saison a marché, voir ce qu'ils feront comme adaptation des prochains bouquins. Parce que c'est trop bien. Moi, je m'éclate devant Percy Jackson, hein. Franchement, bon, il y a aussi le fait que je suis un gros fan du roman, mais même juste l'adaptation, je la trouve vraiment bonne. Bref, on va arrêter la vidéo là parce que j'ai un autre visionnage à faire, mais pour ma chaîne de catch. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.